Situé au nord-ouest de l'Afrique, le Maroc est un pays d'une grande beauté, bordé de plages merveilleuses, avec plus de 3400 km de bord de mer. Un pays de somptueuses montagnes aux neiges éternelles entre l'océan et les contours du Sahara. Un pays de sable et de désert où les anciennes pistes caravanières relient le passé au présent. Et avant tout, le Maroc est un pays qui transporte chaque visiteur dans un monde de mystère et d'enchantement. Un pays qui a résolument choisi de regarder vers l'avenir et qui donne à la modernité d'aujourd'hui une touche exquise d'exotisme, mais aussi immeubles high-tech et centres d'affaires qui se conjuguent sous la douceur des palmiers. Un pays de détente où les senteurs et parfums rafraîchissent le corps et l'esprit en une harmonie jamais contrariée. Le mouvement du 20 février est la conjonction de deux facteurs. Un facteur interne dû aux conditions économiques et sociales dans le pays, les formes d'exploitation capitaliste et d'exploitation aussi d'oppression du pays par les forces impérialistes crée une situation de paupérisation, d'appauvrissement de larges couches populaires, que ce soit les classes moyennes, que ce soit des fractions de la classe moyenne ou les classes, la classe ouvrière, etc. Et les autres, je dirais, travailleurs dans le pays. Il y a eu des luttes. Le Maroc a connu plusieurs de ces luttes-là durant cette décennie. Il y a eu plusieurs luttes ouvrières, populaires, contre la cherté de la vie, pour le droit au logement, contre les bidonvilles, etc. Et donc ça a, je dirais, préparé le terrain à un mouvement large de masse de lutte pour la démocratie et la justice sociale. Je pense qu'il n'y a pas de changement entre les deux périodes, la période de Hassan II et la période de Mohamed VI.
il y a toujours des violations graves des droits humains au niveau politique, social, culturel. Il y a la pauvreté au Maroc qui continue toujours. La situation est encore catastrophique, donc on ne peut pas parler d'un changement au niveau des droits humains au Maroc. Je pense que la même situation qui était pendant Hassan II, c'est la même situation d'aujourd'hui. On est là pour condamner et dénoncer ces attaques et en même temps pour dire qu'on va continuer notre lutte, on va continuer à revendiquer notre droit à réclamer le changement, qu'on va continuer à dire à bas la tyrannie, à bas la corruption, oui pour la vie, oui pour la liberté. Il y a eu de plus en plus une décrédibilisation des institutions de la démocratie de façade du régime despotique. On a eu un large boycott des élections, en 2007 et aussi en 2009, qui est l'expression d'un refus de ces institutions. Donc ça, c'est le facteur interne. Le facteur externe, c'est les soulèvements et les processus révolutionnaires dans le monde arabe. Et donc ça a commencé par la Tunisie, mais ça fait tache d'huile. Et donc il y a plusieurs forteresses, je dirais, d'agents de l'impérialisme et de laquais de l'impérialisme qui se sont effondrés. Et ça a aussi constitué pour moi un détonateur. C'est le roi de la mafia. C'est mafia dehors, vous lui dites. C'est un voleur, lui et toute sa famille. Je vous dis que je vous ai compris. Oui, je vous ai compris. Et j'ai décidé de décréter la liberté totale à tous les médias et de ne pas fermer des sites web et de refuser toute forme de contrôle de l'Internet. Ce qui est sûr, c'est que la situation au Maroc, et la réaction à la réaction du régime au mouvement a été différente de ce qui s'est passé en Égypte. Et ça a joué. Premièrement, le régime marocain est différent du régime tunisien et égyptien. C'est un régime qui a plus de, je dirais, de légitimité. De racines. De racines historiques, plutôt. Plus de racines historiques. C'est une accumulation
d'une expérience pluriséculaire avec le peuple marocain. Et donc, il utilise ce savoir-faire pour essayer de reproduire la domination qu'il exerce sur ce peuple-là. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément le second élément qui est aussi important, c'est que le tournant du gouvernement d'alternance, entre guillemets, c'est-à-dire ce compromis entre l'opposition et le palais, qui s'est fait en 1998 et qui a facilité la transition entre Hassan II et la transition dynastique entre Hassan II et Mohamed VI, a joué aussi un rôle dans, je dirais, relégitimer la monarchie au Maroc. Ça a retardé le déclenchement d'un processus de changement. Troisième élément, c'est que tout simplement, il n'y a pas le Maroc. Donc la différence avec la Tunisie et l'Égypte, c'est aussi que ce n'était pas quelque chose de soudain. L'élément d'éruption rapide qui ne donne aucune marge au pouvoir pour manœuvrer, qui était d'ailleurs présent, cet élément qui était présent dans l'expérience tunisienne, l'expérience égyptienne, ne sait pas, je dirais, on n'a pas trouvé cet élément-là au Maroc. C'est pas ça. Les conditions sont différentes à ce niveau-là. Donc ça a permis au régime de faire des manœuvres. C'est un changement de façade. La constitution d'aujourd'hui, de Mohamed VI, c'est presque la même constitution qui était pendant Hassan II. Il y a des changements de forme, mais dans le contenu général de la constitution reste toujours la même. Il y a aussi la monarchie qui continue à s'appuyer et à se renforcer de plus en plus. Le roi maintenant dans la nouvelle constitution, c'est le tout dans le tout. Il prend tous les pouvoirs dans ses mains. Donc on ne peut pas parler des pouvoirs autonomes et on ne peut pas parler d'un parlement qui exerce ses services et comment on dit, un parlement qui est formel. Donc on ne peut pas parler d'un parlement qui présente vraiment les intérêts du peuple. En même temps, on ne peut pas parler d'un gouvernement qui possède des pouvoirs vrais et qui peut gérer la situation au niveau politique. Donc c'est le roi toujours qui possède tous les pouvoirs dans ses mains. Pour faire en sorte que la classe ouvrière fasse partie en tant que classe. Il peut y avoir des ouvriers qui participent aux manifs. Mais l'entrée de la classe ouvrière en tant que classe, avec ses moyens de lutte, des grèves générales, de grèves sectorielles, etc., d'occupation d'usines, etc. Donc, cette lutte-là, je crois pour moi, inévitablement, elle passera par une lutte frontale, pour une lutte, je dirais, décisive avec la bureaucratie syndicale, qui joue un rôle, je dirais, qui facilite, je dirais, les manœuvres, la réussite des manœuvres du pouvoir makhzenien, du pouvoir absolu.
avant le référendum, il y avait cinq manifestations nationales. Donc il y avait le 20 février, le 20 mars, le 24 avril. D'accord. Le 24 avril, il y avait le 15 mai, il y avait le 22. D'accord. Et en fait, depuis le référendum, vous avez accéléré le rythme des manifestations, Oui, c'est ça? tout à fait, donc. D'accord. Et pourquoi vous avez accéléré le rythme? Pour montrer que la mobilisation elle continue, c'est Oui, pour montrer d'abord que les résultats que l'État a donnés sont fausses, car le nombre des gens qui participent maintenant aux manifestations s'est évolué après le référendum. Et puisqu'on a maintenant une grande masse qui participe avec nous, donc c'est clair qu'on fait une manifestation plus régulièrement chaque dimanche. Le processus ici au Maroc sera différent de la Tunisie et de l'Égypte. Ça ne veut pas dire que l'objectif sera différent. Je crois que nous sommes dans une phase de déclenchement d'un vrai processus de changement radical au Maroc, puisque le régime n'a pas de réponse, je dirais, à court et moyen terme aux revendications populaires, que ce soit les revendications politiques en termes de démocratie et de liberté d'expression, qu'en termes de mesures sociales, c'est-à-dire qui peuvent, je dirais, permettre à la large frange de la population de vivre dans des conditions dignes d'être humain. Pour moi, la situation mènera, je dirais, d'une manière pas inéluctable, c'est pas de nécessité, mais ça se posera d'une manière de plus en plus accrue, la question du changement